Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter mes deux sujets de grand oral. Je me suis dit que ça pourrait déjà pour moi être un bon entraînement de voir à quoi pourrait ressembler mon grand oral. Et ensuite pour vous, ça peut vous donner une idée, je vais vous présenter mes deux sujets. Donc vous pouvez vous inspirer et même me dire s'il y a des choses que vous avez trouvées qui étaient bien et d'autres qui le sont moins. Enfin voilà, on se donne des conseils entre terminales un petit peu en galère. Donc je vais commencer par mon sujet de maths, puis je finirai par mon sujet de physique. Le beau est-il mathématique? On peut définir le beau par son étymologie. Cela vient du mot grec kalos qui signifie harmonieux. Qu'existe-t-il de plus harmonieux que les mathématiques? Bertrand Russell disait d'ailleurs en 1918 « Les mathématiques, lorsque correctement considérées, possèdent non seulement la vérité, mais aussi la beauté suprême. » On remarque donc que les mathématiques fascinent. Pour commencer mon exposé, je vais introduire la définition d'une suite. Une suite, c'est une succession de nombres, des nombres réels. Et une suite, on pourrait dire que c'est une fonction qui associe à un nombre entier naturel, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, etc., un nombre réel. Une suite peut être définie de différentes manières, par récurrence, donc par son premier terme, c'est-à-dire U0, par exemple, prenons U0 égale 1, et ensuite, on nous donne une façon de construire le terme suivant grâce au terme précédent. On aurait par exemple UN plus 1 est égal UN plus 4. Ainsi pour avoir U1, on aurait, en reprenant l'exemple de tout à l'heure, on aurait 1 plus 4, ce qui fait 5. Donc U1 égale 5. Ensuite, ce qui nous intéresse le plus souvent, c'est sa relation explicite. C'est-à-dire qu'on a directement UN en fonction de n. Par exemple, UN est égal à 3n carré plus 2n plus 4. Ainsi, pour avoir U10, il suffit de remplacer n par 10, et on n'a pas besoin d'avoir U9, U8, U7, etc. Maintenant que vous savez ce qu'est une suite, je vais introduire une suite spécifique, la suite de Fibonacci. Elle est définie tout d'abord par récurrence, par f de 0 égale 1, f de 1 égale 1, et f de n plus 2 égale f de n plus 1, plus f de n. Ainsi, on a donc une suite 1, 2, 3, 5, 8, 13, ainsi de suite. Donc voilà. Un exercice intéressant, c'est de trouver une relation explicite. C'est très souvent ce qui nous intéresse. Pour cela, on va passer par une suite auxiliaire qu'on va appeler Wn, qui est définie par Wn égale f de n plus 1 moins d fois f de n. L'objectif ici, c'est de trouver d et c deux nombres réels, tels que Wn est une suite géométrique de raison c. Pour cela, on arrive à un système dont les solutions sont les racines du polynôme x carré moins x moins 1, et tout calcul fait, on trouve finalement c environ égal à moins 0,6 et d environ égal à 1,6. Je parlerai des valeurs exactes de d tout à l'heure. Par un dernier calcul, on obtient finalement f de n qui est égal à d puissance n, plus c puissance n-1 facteur de 1 moins d, facteur de 1 moins c sur d puissance n, le tout divisé par 1 moins c sur d. Un dernier calcul intéressant à faire, c'est d'étudier la limite de f de n plus 1 sur f de n quand n tend vers plus l'infini. Faisons cette limite ensemble. Quand n va tendre vers plus l'infini, c sur d va lui tendre vers 0, c sur d puissance n, puisque c sur d est compris entre moins 1 et 1. Ainsi, la grande fraction va tendre vers 1 divisé par 1 moins c sur d. Mais c puissance n-1 facteur de 1 moins d, lui, va tendre vers 0, puisque c est compris entre moins 1 et 1, donc c puissance n tend vers 0. Ainsi, en finale, on a la limite de f de n quand n tend vers plus l'infini, qui est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de d puissance n. En faisant finalement f de n plus 1 sur f de n et en étudiant la limite, on trouve d. d tout à l'heure, je vous ai dit que c'était environ égal à 1,6. Mais la valeur exacte de d, c'est 1 plus racine de 5 sur 2. Ce résultat vous dit peut-être pas grand-chose, pourtant il est très connu. Il s'agit là du nombre d'or. Mais donc, pourquoi est-ce que je vous ai introduit la suite de Fibonacci et pourquoi est-ce que je vous ai parlé du nombre d'or? Quel est le rapport avec le beau, puisque c'est mon sujet au départ? Eh bien, le nombre d'or et la suite de Fibonacci correspondent à l'harmonie et au beau, à son paroxysme dans la nature et dans l'art. Prenez par exemple une marguerite. Si vous avez la patience de compter toutes ses pétales, vous tomberez très certainement sur un nombre de la suite de Fibonacci. De même, la disposition des graines de tournesol ainsi que leur proportion respecte la suite de Fibonacci et le nombre d'or. Et ça existe aussi chez les insectes, par exemple dans l'arbre généalogique des abeilles domestiques mâles. Ils possèdent un parent, deux grands-parents, trois arrière-grands-parents, 5 arrière-arrière-grands-parents et ainsi de suite, tous étant des nombres de la suite de Fibonacci. Donc, dans la nature, ça représente l'harmonie, mais dans l'art, ça représente aussi le beau à l'état suprême. Une peinture, par exemple,
Un visage est considéré comme parfait lorsque ses proportions respectent le nombre d'or. De même, les éléments doivent être disposés de sorte à former une spirale logarithmique autour du point central de la peinture, et cette spirale logarithmique est d'autant plus parfaite lorsque ses proportions respectent à nouveau le nombre d'or. Enfin, prenons la poésie et Charles Baudelaire, il utilisait énormément les mathématiques pour construire ses poèmes. Ses strophes, ses vers respectent généralement une proportion qui est égale au nombre d'or, et le nombre de vers sont souvent des nombres de la suite de Fibonacci également. Ainsi, le beau est et a toujours été mathématique, peut-être parce que l'univers l'est également. C'est une théorie de Max Tegmark qui dit que l'univers serait un énorme objet mathématique. Les mathématiques sont autour de nous, en nous, elles nous précèdent et elles nous succéderont. Elles représentent le beau, l'harmonie, la structure, mais aussi parfois le chaos. Je vais maintenant passer à mon deuxième sujet qui est mon sujet de physique. Donc dans le cadre de mon grand oral, j'ai été amené à me poser la question comment la science a-t-elle permis l'évolution de notre conception du système solaire? Donc la Terre, le système solaire, les étoiles et de manière plus générale l'univers ont toujours été des questions qui ont intrigué des générations de scientifiques. On a d'abord pensé que la Terre était plate, mais en 240 avant Jésus-Christ, Ératosthène a calculé la circonférence de la Terre avec une précision étonnante. Ainsi, la science a réfuté cette proposition. Le modèle le plus longtemps admis et imposé par l'Église d'ailleurs, c'était le modèle géocentrique, c'est-à-dire que la Terre était au centre du système solaire et de manière plus générale de l'univers. Mais en 1543, Copernic vint réfuter cette affirmation dans un ouvrage. Grâce à ses observations, il avança plusieurs hypothèses. Tout d'abord, la Terre tourne autour du Soleil. Ensuite, la distance qui sépare la Terre du Soleil est minime comparée à la distance qui sépare la Terre des autres étoiles. Et enfin, toutes les planètes ont des trajectoires circulaires autour de la Terre. Donc malgré des propositions fausses, notamment la dernière, il a révolutionné l'astronomie et a inspiré des générations d'astronomes, notamment Kepler dont on parlera juste après. Quelques années plus tard est inventée la lunette astronomique. La plus performante à l'époque était celle de Galilée, qui a permis énormément d'observations. Ensuite, Kepler, en 1609, énonce sa première loi. Les planètes forment des trajectoires elliptiques autour du Soleil. En 1618, sa deuxième loi dit que une ligne imaginaire tracée entre le centre de masse du Soleil et, par exemple, de la Terre, balaie des aires égales sur une même période. Et enfin, la même année, sa dernière loi stipule que le carré de la période de révolution d'une planète autour du Soleil est proportionnel à la longueur du demi-grand axe de son orbite, c'est-à-dire de l'ellipse. À son époque, il n'avait pas de travaux théoriques, c'était purement des observations, mais 70 ans plus tard, Newton va montrer que les lois de Kepler sont la simple conséquence de sa loi de gravitation universelle. En effet, Newton va inventer à son époque l'un des outils mathématiques les plus utiles et les plus performants, le calcul infinitésimal. Il va appliquer ses recherches en mathématiques à ses recherches en physique, et il va arriver à l'une des équations les plus connues au monde. La force de gravitation qui est entre deux astres est égale à une constante de gravitation fois la masse du premier astre fois la masse du second astre divisée par la distance qui les sépare au carré. Et il montra aussi que la force résultante de la chute des corps, par exemple sur Terre, est du même type que la force qui crée le mouvement des planètes. Ce modèle, très longtemps admis et encore aujourd'hui admis d'ailleurs, et très performant, était l'une des seules explications du mouvement des planètes pendant très longtemps. Jusqu'à ce qu'on remarque une légère différence entre les calculs de Newton pour Mercure et les observations. Cette légère différence va pousser le génie Einstein à totalement repenser l'univers. Aujourd'hui, on sait que le temps et l'espace sont deux objets imbriqués et dépendants l'un de l'autre, et le mouvement des planètes est simplement la conséquence de la courbure de l'espace-temps. Notre univers est comparable à une toile flottante sur laquelle on aurait posé des boules de bowling, attirant dans son orbite des petites billes disposées autour. Ainsi, on a pu voir que la science a révolutionné notre conception de l'univers grâce à différents procédés scientifiques. Le premier et le plus essentiel de tous, c'est l'observation. C'est grâce à l'observation des ombres qu'Ératosthène a pu calculer la circonférence de la Terre, et c'est toujours grâce à l'observation qu'on a pu découvrir les autres planètes ainsi que leurs mouvements. Le procédé scientifique qui suit l'observation, c'est la démonstration. Cette démonstration ne peut se faire uniquement lorsque les outils mathématiques le permettent, donc l'évolution de la physique est intimement liée à l'évolution des mathématiques. Et enfin, l'un des outils à ne surtout pas oublier et ne surtout pas sous-estimer, c'est l'intuition. En effet, sans elle, comment on aurait pu imaginer que l'univers est une énorme toile élastique composée d'espace-temps?
Donc voilà, j'ai fini la présentation de mes deux exposés. J'ai vu que sur le sujet de physique, j'étais un petit peu court, 4 minutes et quelques, donc peut-être que je pourrais m'attarder un petit peu plus sur la lunette astronomique. Quant aux questions qu'on pourrait me poser, en mathématiques, on pourrait peut-être me demander des détails sur les calculs, ou faire un petit point historique sur Fibonacci. Donc pour ceux que ça intéresse, Fibonacci, c'est un mathématicien du XIIIe siècle. Il a énormément voyagé afin de recenser toutes les connaissances mathématiques et les présenter en Europe. Il est l'un des premiers notamment à introduire le chiffre arabe en Europe, donc c'est les chiffres qu'on utilise actuellement. Et lors de son voyage, il a remarqué des proportions dans la nature, il me semble que c'était chez les lapins, et c'est de là qu'il a construit sa suite de Fibonacci. Maintenant, j'ai pas vraiment d'autres idées de quelles questions on pourrait me poser en mathématiques. En physique, pareil, peut-être qu'on pourrait me demander de définir ce qu'est une lunette afocale. En tout cas, je préciserai que c'est une lunette afocale, ensuite je le définirai. Et on pourrait aussi peut-être me demander de démontrer t carré sur a au cube est égal à une constante. Donc de là, vous partez de la loi de Newton, vous exprimez ensuite la vitesse et la période de révolution, c'est 2πr sur la vitesse. Et en manipulant les formules, vous arrivez à t carré sur a au cube qui est égal à une constante. Donc voilà, dans les commentaires, vous pouvez me poser des questions, dire si vous avez trouvé que c'était bien, si vous avez des remarques à faire, des améliorations, et on peut tous s'entraider dans les commentaires. Et également sur Instagram, vous pouvez me poser des questions, il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt!